Bonjour à tous, moi c'est Anis et avec Simonet on est très content d'être là. Aujourd'hui on a la lourde tâche de vous faire le talk d'introduction sur Generative AI. En préparant le talk, il y a quelques jours, je suis tombé sur un article de BFM TV avec Bruno Le Maire et le titre de l'article c'était ChatGPT, Bruno Le Maire estime que l'Europe pourra avoir son OpenAI sous 5 ans. Alors ça m'a interpellé, surtout la dernière partie qui m'a interpellé, le sous 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'ingénieur dans l'IA, il ne se passe quasiment pas un jour sans qu'il y ait de la nouveauté, sans qu'il y ait de nouveaux outils ou sans qu'il y ait de nouveaux articles scientifiques à lire. Et donc, d'après moi, la temporalité de l'IA, ce n'est pas une temporalité d'un projet quelconque, c'est une temporalité qui est bien spécifique. Et je pense que Bruno n'est pas le seul à ne pas aujourd'hui saisir peut-être tout l'impact qu'il y a derrière cela. Et je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est d'essayer de donner des éléments de compréhension, de définir un petit peu les enjeux qu'il y a derrière ça, les opportunités que ça peut apporter et également les risques. Avant de deep diver, on va peut-être définir un petit peu ce qu'est la Generative AI, pour avoir tous un petit peu la même définition. L'IA générative, selon Wikipédia, c'est un type d'IA qui est capable de générer du texte, des images ou d'autres médias. C'est un peu plus que ChatGPT. Et tout cela vient en réponse à des instructions qu'on appelle des prompts. Et le nouveau contenu est similaire aux données d'apprentissage, mais avec un certain degré de nouveauté. En d'autres termes, donc, comme son nom l'indique, il peut générer, donc il peut créer des nouvelles choses. Et en cela, sa capacité à créer de nouvelles choses, on peut dire qu'il a, entre guillemets, la capacité de raisonner. Et donc, avec l'IA générative, on se rapproche un peu plus du concept d'intelligence artificielle, un peu plus que avec les modèles d'IA classiques. Alors, je vais vous donner des exemples concernant le texte, des exemples de modèles. Donc, on a le ChatGPT que vous connaissez tous, qui est fait par OpenAI, qui est estampillé un petit peu Microsoft, puisque OpenAI et Microsoft sont partenaires. On a le pendant de chez Google qui s'appelle Bard. Les deux premiers modèles, ce sont des modèles qui ne sont pas open source, c'est-à-dire qu'on peut y accéder via une interface sur Internet, via le navigateur. Ils sont gratuits jusqu'à une certaine utilisation, mais si on veut en faire une utilisation un peu plus professionnelle, si on veut une utilisation un peu plus intensive, il faudra payer. Et il y a également d'autres modèles qui sont open source, donc on a le Llama de Meta, et on a également Falcon, qui est aussi un modèle open source, qui est peut-être le modèle aujourd'hui le plus abouti en tant qu'open source, qui se rapproche le plus de ChatGPT. Un élément de jargon, ces modèles, on les qualifie de LLM, donc ça veut dire Large Language Models, en français des modèles de langue large. Qu'est-ce qu'on entend par large? Eh bien, en fait, on dit qu'un modèle est large quand il comporte beaucoup de paramètres. À titre indicatif, le nombre de paramètres d'apprentissage pour ChatGPT, c'est 175 milliards. Alors, ça peut vous paraître un petit peu abstrait, le nombre de paramètres. On peut vulgariser ça en disant que c'est la mémoire du modèle. Donc plus on a de paramètres et plus la mémoire est grande. Et alors, pour comprendre les différents langages, il nous faut beaucoup de mémoire, du coup, pour comprendre les spécificités, les complexités. Et alors, il y a une autre raison pour laquelle on utilise des modèles très larges, c'est qu'en fait, au bout d'une certaine taille de mémoire, on voit apparaître un phénomène qui s'appelle le phénomène d'émergence. Et en fait, c'est que le modèle développe des capacités qu'on ne lui a pas spécifiquement apprises. C'est-à-dire qu'il arrive à connecter des points, des concepts, il arrive en fait à généraliser et en quelque sorte à raisonner. Et c'est très important. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce qu'en fait, un seul LLM va nous permettre de résoudre beaucoup de use cases différents. On n'est plus dans le paradigme de on a un modèle par use case, on a un modèle qui nous permet de résoudre une grande variété de choses. Et ça, c'est assez important pour le business. En termes de génération d'images, donc on a des modèles comme Midjourney, comme DALL-E, on a également le DALL-E 2 actuellement, et on a le pendant open source qui est Stable Diffusion. Alors, Generative AI, tout le monde en parle, vos collègues en parlent, on en parle à l'école, on en parle à la presse, un petit peu comme la crypto, le NFT, blockchain, le Web3, le métaverse, tous ces termes, tous ces buzzwords un petit peu. Donc en fait, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est une révolution? Alors, il y a un effet de mode, bien évidemment, parce que ChatGPT a mis la Generative AI sous le feu des projecteurs. D'ailleurs, si aujourd'hui on est là à vous parler de Generative AI, c'est peut-être à cause ou grâce de ChatGPT.
Néanmoins, ce n'est pas une révolution technique, parce que toutes les technologies nécessaires à faire ChatGPT, elles existaient depuis 2017 en réalité. En revanche, ce qui a changé, c'est le rapport à la machine, on va dire, c'est l'expérience utilisateur. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut se connecter à Internet et avec le navigateur, il peut dialoguer avec le modèle et il a une expérience entièrement personnalisée. Et au-delà de ça, OpenAI a ajouté une couche un peu éthique, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que le modèle ne dise pas n'importe quoi et qu'il ne s'aventure pas dans des sujets un peu sensibles. Ça, c'est aussi important pour l'expérience utilisateur. C'est une révolution parce que c'est un impact déjà palpable aujourd'hui dans la société, dans les entreprises, et c'est parti pour durer. Alors, il y a un changement du comportement utilisateur qui est illustré à travers cet article du Time, et en fait qui nous explique que la croissance de ChatGPT en termes de nombre d'utilisateurs est incroyable. Pour vous donner des chiffres, Instagram, ils ont mis 2 ans à avoir 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT, ils ont mis 2 mois. Donc c'est une propagation très rapide. Et tous ces utilisateurs qui sont habitués à ce niveau de service, à ce niveau d'expérience utilisateur, ils vont vouloir retrouver ça dans d'autres produits. Et on pense qu'à moyen terme, des produits qui n'auront pas ce niveau d'expérience, ce niveau de service, eh ben, ils vont peut-être être relégués au second plan. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Il y a déjà des choses qui sont aujourd'hui utilisées dans le business. Notamment, on a l'exemple de l'agence Ogilvy qui a utilisé l'IA pour imaginer et réaliser en 24 heures une vidéo, donc à des fins marketing. Donc c'était autour du tableau de la laitière pour Nestlé. Et aujourd'hui, selon un sondage Gartner, on a 20% des entreprises qui ont des projets en pilote ou en production. Donc ça bouge déjà assez rapidement. Et d'après le même sondage de Gartner, auprès de plus de 2500 dirigeants d'entreprise, ce qui est très intéressant, c'est que ça confirme un petit peu cette thèse d'expérience utilisateur. C'est qu'on a 38% des sondés qui ont investi dans l'IA pour l'expérience utilisateur et pour sa rétention. A priori, on aurait pu penser qu'on va d'abord faire de l'IA pour la performance opérationnelle, pour essayer d'avoir une meilleure productivité, mais c'est bien cet aspect expérience utilisateur qui prédomine. On a vu des exemples de ce que peuvent faire les autres, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement dans la pratique aujourd'hui avec la GenAI? Du coup, on peut l'utiliser pour tout un tas de choses, comme par exemple demander à une IA générative de configurer un produit pour nous ou de rechercher dans un catalogue produit. On peut l'utiliser aussi pour être aidé dans des prises de décision. Par exemple, on peut demander à ce chatbot quel magasin Paris a le meilleur CA en 2023 ou quelle est la catégorie des produits plus achetés par les hommes de plus de 60 ans. Et vous voyez, la façon dont on pose cette question est très naturelle. On utilise un langage qui est très naturel. On n'a plus besoin d'envoyer un mail à quelqu'un ou d'aller dans un outil de reporting, cliquer sur 4000 boutons différents, trouver l'information. Ici, on pose la question à l'IA de façon naturelle, comme si on dialoguait avec quelqu'un. Et c'est ça qui est aussi l'expérience utilisateur dont Anis vous parlait. On peut aussi avoir des cabines d'essayage virtuelles. Mais on peut l'utiliser aussi pour beaucoup de choses différentes, notamment le prototypage, les supports juridiques, parce qu'effectivement, la Generative AI permet aussi d'accélérer, de simplifier l'accès à l'information, lorsque notamment on a besoin d'accéder à beaucoup d'informations, comme c'est le cas justement dans les éléments juridiques, pour la gestion de l'inventaire, pour la production d'éléments éditoriaux, pour l'automation marketing. Bref, plein de cas d'usage différents. Comment on peut mettre en place de la Generative AI en entreprise? On a quelques conseils très rapides, le format était plutôt court aujourd'hui. Déjà, on ne va pas réinventer la roue, hein, et on ne va pas non plus réinventer la voiture. On va surtout se baser sur des solutions qui existent déjà aujourd'hui, Anis en a parlé rapidement, et on va les adapter, on va les améliorer, on va faire ce qu'on appelle du fine-tuning pour l'adapter à notre besoin. Ce qui veut dire que
effectivement, on peut avancer assez rapidement, mais même de façon, si on veut, assez frugale. On n'a pas besoin forcément de surinvestir, on peut avoir besoin de petites équipes, effectivement compétentes, qui peuvent être suffisantes pour démarrer. Aussi, ces équipes, elles doivent être multidisciplinaires, et ce n'est pas forcément des équipes composées uniquement par des data scientists. Au contraire, il faudra plutôt des personnes qui, effectivement, aient une connaissance de la data science, mais aussi une connaissance des potentialités, des risques associés à chaque modèle, mais aussi des opportunités business que la technologie peut ouvrir. Encore une fois, souvenez-vous de l'élément expérience utilisateur. Et effectivement, du coup, des personnes qui ont aussi une vision produit. Et aussi, bien sûr, on aura besoin d'une veille constante parce que ça avance à une vitesse telle qu'une information, une technologie d'il y a 2 mois, 3 mois, peut être déjà presque obsolète. Et il y a aussi un volet dont on ne parle pas assez souvent, à mon goût, c'est le volet environnemental. Il faut savoir que Google, Microsoft, Meta, les sociétés qui aujourd'hui créent les plateformes sur lesquelles on va s'appuyer pour créer des solutions de Generative AI, consomment énormément des ressources énergétiques pour créer ces solutions. Et un sujet qui, je pense, sera à l'ordre du jour dans quelques mois, l'année prochaine. Le monde n'est pas parfait, et la donnée non plus. On sait que la Generative AI s'appuie sur des données existantes pour fournir de la nouvelle donnée. Mais si la donnée de base elle est fausse, elle est protégée par tant d'auteurs, elle est biaisée, ben alors le résultat sera aussi biaisé, peu fiable. Mais il y a aussi un élément qui est les hallucinations, c'est-à-dire que parfois, c'est un problème de jeunesse de cette génération de Generative AI, c'est que parfois les résultats peuvent être créés en mélangeant des concepts qui ne vont pas avec pour créer effectivement des hallucinations. Un exemple tout bête dont on parle souvent, c'est que parfois ChatGPT peut vous dire qu'1 kilo de plomb pèse plus qu'1 kilo de bois. L'élément kilo n'est pas retenu et du coup il perd un peu le contexte, il perd un peu la capacité à raisonner. D'autres problématiques, nouvelles régulations qui vont arriver, comme vous l'imaginez, surtout en Europe, des mises à jour très fréquentes des solutions, fuite de données, Samsung en a fait l'épreuve. Bref, je vais aller vite là-dessus. Et maintenant. Et alors maintenant, notre conviction, c'est qu'il faut s'y mettre dès maintenant, parce qu'il y a un élément à prendre en compte, c'est la concurrence. Encore une fois, Gartner. D'après Gartner, 70% des organisations sont actuellement en mode exploration avec l'IA générative. Donc il y a un enjeu là-dessus. Si vous êtes pionnier dans votre domaine, eh bien, vous allez sûrement avoir un avantage compétitif. Si vous ne l'êtes pas, ça va vous permettre de garder le cap. Et ensuite, le troisième levier, eh bien, ça va être de faire d'augmenter l'efficacité opérationnelle. Il faut commencer maintenant parce que les timings dans l'IA sont de plus en plus courts. Vous l'avez compris avec la temporalité de l'IA. Il y a moins de 3 ans entre GPT-3 et GPT-4. Et vous voyez, d'après ce graphique, GPT-3, 175 milliards de paramètres. GPT-4, 100 000 milliards de paramètres. Donc il y a un facteur 1000. Donc là, on a complètement explosé la loi de Moore. C'est un paramètre à avoir en tête. Il faut commencer maintenant parce qu'il y a très certainement des sujets organisationnels à anticiper sur le long terme. Donc c'est des sujets qui prennent du temps. Et il y a 3 principaux sujets identifiés d'après un rapport BCG. Le premier, c'est le fait de mettre en place le cadre de l'adoption. Parce que ce n'est pas dit qu'on va adopter la Generative AI et l'IA de manière générale au sein d'entreprises de manière simple. Il y a des défis en termes de compétences à gérer, puisqu'il y a des métiers qui vont évoluer très certainement. Et également le paradigme centralisation versus décentralisation à appréhender. Et voilà, tout cela, ça prend un peu de temps. Donc il faut s'y mettre maintenant. On a parlé du présent, maintenant on va faire une petite projection vers le futur. Exactement. Déjà, notre conviction, c'est que beaucoup de ces solutions, on n'a pas forcément toutes les défauts, mais beaucoup de solutions dont on vous parle et que vous voyez sur la presse seront bientôt commodity. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on se base sur des choses qui existent déjà, qu'on va adapter, qu'on va améliorer, mais donc le socle le plus important est déjà fait.
Et beaucoup de sociétés aujourd'hui sont prêtes effectivement à démarrer avec des solutions en production qui se basent sur la générative AI. On en verra de plus en plus, on en verra d'ici la fin de l'année. Et ceci est un risque et aussi une opportunité. Tout comme la concurrence peut aller très vite, vous aussi, vous pouvez aller très vite. Et puis, avec Anis, hier soir, parce qu'on a fini Press Talk, bien sûr, le soir à tard, on se posait la question, qu'on était fatigué, mais à quoi ça ressemble cette révolution technologique? Est-ce que ça ressemble plutôt à l'arrivée des mobiles, des smartphones, ou plutôt du Web 2.0, ou de l'e-commerce à la Amazon? Et on se disait que finalement, ça ressemble beaucoup à l'arrivée d'Internet tout court, parce qu'il y aura des impacts qui toucheront tous les départements d'une entreprise, le marketing, les ventes, les ressources humaines, le design, les opérations, les juridiques. Toute une société pourrait être touchée par les impacts de la générative AI. Et du coup, la question qui reste, c'est est-ce que nous serons prêts lorsque le futur sera là? Merci beaucoup.